Alors, c'est quoi ce monde transnational? En fait, ce monde transnational nous aide à vivre dans un monde dans lequel le timing et l'endroit n'a plus autant d'importance qu'elle avait dans ce monde dans lequel nous vivions. Et on peut l'avoir pour une crise sanitaire, on peut l'avoir parce que les gens veulent travailler de distance, mais on peut aussi l'avoir parce que peut-être notre société a des plans pour aller se trouver dans d'autres pays ou dans d'autres régions, et donc pouvoir s'élargir, pouvoir aller vers d'autres régions nous aidera. Et avoir un modèle qui nous permet à travailler à différents endroits nous aidera non seulement à avoir des gens qui travaillent sur la plage, bien sûr, mais aussi juste d'avoir des endroits dans lesquels nos gens puissent aller ouvrir une nouvelle agence ou trouver ce talent dans une autre partie du monde et être beaucoup plus agile, beaucoup flexible, beaucoup plus prêt à des changements qui se font dans le monde autour de nous en étant transnational. Donc, pour moi, transnational, ce n'est pas qu'on est devenu international ou multinational, c'est qu'on a construit une capacité qui nous permet de travailler de moins en moins dépendant du temps et de moins en moins dépendant de l'endroit où on est. Et il faut trois choses très importantes. Je vais les prendre dans le sens inverse qui sont ici. C'est d'abord, il faut travailler asynchronous first, c'est-à-dire la synchronicité, ne pas devoir travailler synchrone tout le temps, nous aidera. On y revient tout de suite. De deux, on va regarder qu'est-ce qu'on produit plutôt combien de temps est-ce que je suis sur mon siège, combien de temps je suis à mon bureau, non. Qu'est-ce que je dois fournir et quand est-ce qu'on l'attend de moi pour pouvoir travailler dessus. Et ça va nous mener à repenser le processus de travail que nous avons. Parce que une fois qu'on commence à mettre les deux questions, la réponse viendra. Il faut changer, mais aussi en même temps, finalement, on va libérer les gens de cette synchronicité. Vous connaissez tous ces images des gens qui nagent synchrone, Jeux olympiques et tout ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on veut avoir une société. On veut avoir de nouveau des gens qu'on a engagés individuellement parce que ce sont les meilleurs gens qu'on puisse avoir. Et on veut avec eux avoir un accord à comment ils vont s'organiser. Et bien sûr, il y a des moments synchrones qu'il le faut. Il y a des moments qu'on doit être à un certain endroit ou il y a un moment qu'on doit être avec certains collègues. Il faut avoir des réunions de temps à autre. Il faut que je vienne dans un studio pour avoir ces discussions et je ne ferai pas dans 3 jours en espérant que vous, dans le live, vous allez attendre pour le faire. Donc, il y a des choses qui se font asynchrone, mais asynchrone, c'est la façon fainéante de gérer sa société. C'est la façon lente. Tout ce qu'on peut faire asynchrone permettra aux gens de l'organiser dans leur propre vie. Si à 4 heures, je veux que les enfants sont accueillis quand ils reviennent de l'école et je leur donne un petit quelque chose à manger, je les aide à commencer le devoir et après, moi, je sais que j'ai encore du travail à faire et je le ferai après, mais on ne m'empêche pas, dans cette asynchronicité, de gérer mon temps tel que je le veux parce que moi, je sais quand on attend de moi de fournir quelque chose. Et les moments synchrones deviendront les moments d'exception, tandis qu'aujourd'hui, l'asynchrone, c'est l'exception. Ah, tu es un bon employé, on te permet d'aller à la maison un jour par mois pour aller travailler de la maison. Non, on va regarder asynchrone d'abord et puis la synchronicité. Et la synchronicité, on en a besoin. Je ne suis pas là pour dire qu'on ne va plus au bureau, je ne suis pas là pour dire qu'on ne parlera plus aux gens, mais ce sera parce qu'on veut l'avoir. Deuxième base que nous avons dans ce monde transnational, c'est qu'on réfléchit, pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que mon équipe doit faire? Comment est-ce que mon équipe doit donner de la valeur ajoutée à la société? Vous savez ce qui est bizarre? Parlez au PDG, parlez au CEO, parlez au conseil d'administration, ils vont vous dire exact ce qu'eux ils pensent que la société produit et d'où vient son argent et comment elle va le calculer. Et de plus en plus qu'on descend dans l'organisation, de moins en moins ça devient clair. Mais l'information est là. C'est une question maintenant de regarder quels sont les objectifs de la société, quels sont les résultats que nous allons mesurer, comment faut-il regarder maintenant que l'un soit correspondant avec l'autre. Et ça demande qu'on change la façon qu'on gère les gens, qu'on n'a plus la personne qui est en train de surveiller, mais qu'on devient concierge, qu'on va aider les gens, qu'on va demander qu'est-ce que je puisse faire afin que vous pouvez faire le travail, qui devient la liaison entre les différentes équipes pour savoir que personne n'est en train d'attendre l'autre. On devient facilitateur.
Mais pour le devenir, il faut peut-être regarder quelle est sa vision, sa mission, est-ce qu'on est mature comme société pour y passer. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire tout ça? Parce que le War on Talent, les guerres des talents, que ce soit pour trouver du nouveau personnel, que ce soit pour le maintenir, cette guerre est en train de se faire, même si le talent l'a gagné, et surtout parce que le talent l'a gagné, il faut regarder d'une façon différente à comment on va gérer et maintenir nos équipes autour de nous. On se trouve dans cette unique société dans laquelle il y a 4 générations, et je dois vous dire malheureusement aux États-Unis 5, parce que là on ne va pas en retraite en 67. Il y a des gens qui doivent travailler à 80 et 90 pour pouvoir survivre, mais ça nous mène à autre chose. Mais nous trouvons aujourd'hui 4 grandes générations qui, chacun d'entre eux, ont des besoins différents, des demandes différentes, d'attentes différentes de ce que leur amène le travail. Et d'ici quelques années, on va avoir une bonne évolution, tout le monde sera présent et tout le monde va demander ce qu'ils veulent. Si on essaie encore de faire le one size fits all, 9 à 5, lundi à vendredi, des managers qui vont contrôler, on n'arrive ni à trouver du monde, et on n'arrivera pas à maintenir du monde. Donc, rétention et gestion, ce sera clé, il faut l'avoir pour tout le monde. Peut-être des gens qui sont dans la boomers veulent aussi travailler et voyager en même temps, comme moi, Gen X. Mais on voit des millennials et des Gen Z qu'eux aussi sont prêts à bouger différemment, à vivre une autre vie que nous la connaissons. Et en permettant ça, en récoltant quand même leur output pour cette société pour laquelle nous travaillons, afin de payer ces salaires qui vont derrière, on doit réévaluer le travail. Et on va devoir réévaluer ce travail à 3 niveaux. C'est-à-dire il faut avoir le regular office, le residential et le remote. Régulier, c'est régulier, là où on était avant que Covid commençait ou avant qu'on commençait à avoir des gens plutôt nomadiques ou transnationaux. Il y a le résidentiel, les gens qui travaillent de la maison, mais il y a aussi le remote workplace, le troisième endroit de travail. Et ce troisième endroit de travail nous donne l'avantage d'avoir, comme à la maison, pas trop d'aller-retour au bureau, mais quand même un endroit qui nous permet de faire le travail qu'on doit faire concentré. Et on va donc changer la façon de regarder à nos bureaux. Le bureau régulier, là où on allait toujours d'office avant, ça devient maintenant un endroit social. Vous vous souvenez, il y a longtemps, 2 ans plus, qu'on allait au bureau, on dit « Ah zut, on va encore venir me demander plein de choses comme j'y suis ». Ben, pour moi, ça c'est le but primaire de ce bureau dans le futur. On sera là pour se faire interrompre, on sera là parce que les gens puissent interagir avec nous, on sera là parce qu'on peut discuter, on aura ces moments synchrones l'un avec l'autre. Et donc il faut regarder qu'est-ce qu'on a besoin. Faut-il créer des bureaux qui ont plus de meeting rooms? Faut-il créer des endroits dans lesquels on a des fauteuils plutôt que des bureaux? Qu'est-ce qu'on fait avec les bureaux uniques? Qu'est-ce qu'on va faire avec les directeurs qui, pendant 30 ans, ont espéré d'avoir ce bureau dans le coin et maintenant on leur dit que ça ne vaut plus rien? Donc, il faut repenser le regular office. Il faut aussi regarder dans le residential office, comment est-ce qu'on va gérer ça? Comment est-ce qu'on va créer un environnement dans lequel les gens sont en sécurité, sont en ergonomie, mais en même temps, ils ont ce privacy. Le patron ne va pas rentrer tous les jours, j'espère pas, chez moi à la maison pour regarder si tout est fait de la façon qu'ils veulent faire, mais en même temps, il veut quand même s'assurer que l'environnement dans lequel je travaille soit un environnement convenable et qui a une bonne sécurité. Et alors, le remote office, le troisième endroit, il faut qu'elle soit assez proche de soi-même, qu'elle a cette solitude pour faire du travail concentré, mais elle aura l'avantage qu'il y aura d'autres gens que mon partenaire et les animaux et les enfants. Je pourrais interagir avec d'autres adultes avec qui je ne dois pas vivre tout le temps. Et il faut vous dire, ceux d'entre vous qui veulent devenir nomades avec moi, le bateau voilier, encore de l'endroit pour les mettre, le remote office est en fait l'idéal step, dernière étape pour devenir un nomade. Mais dans notre monde ressources humaines ou facilities, on a triplé la complexité dans laquelle nous sommes maintenant. Et en même temps, il y a quelqu'un en finance qui dit « c'est bon que vous avez 3 fois les endroits, mais on ne va pas tripler vos budgets ». Mais la complexité y est quand même aujourd'hui.
Alors, quand on va discuter avec nous tous, et afin de l'amener dans le futur, on entend plein de choses qui ne sont pas toujours tellement vraies. Oui, on a vu le homework, ça ne marche pas. Non. L'homework, le travail de la maison que vous avez vu pendant Covid, c'était du homework forcé dans les conditions les plus pénibles. C'est comme si on vous dit qu'il faut apprendre à conduire et on vous donne une voiture qui ne démarre pas, qu'il faut pousser, dont les portes ne ferment pas, qui n'ont pas de ceinture. Et puis à la fin, on vous demande, est-ce que vous voulez aller en vélo, comme vous l'avez fait toujours, ou en voiture? Bien sûr, avec la voiture, désolé en français, là, pour le pourri qu'on a donné, vous n'allez pas pouvoir le faire. Le homework forcé, c'est cette voiture, oui, qui ne vaut plus d'y être. Deuxième souci que je vois, et là, je ne vais pas me faire des amis maintenant. Ah, Koen, merci, on a tout compris. Le conseil d'administration s'est mis autour du table et il a dit, nous allons travailler 2 jours par semaine à distance. Oui, et ça vient d'où? Ah oui, on a pris la décision, on a réfléchi. Où j'ai dit, désolé, le nombre de jours qu'on travaille dans le bureau ou à distance, ce n'est pas la question. C'est la réponse à comment est-ce qu'on va s'organiser, et pas pour la société, mais pour l'équipe. Comment est-ce que nous allons, dans l'équipe, faire en sorte que les outputs, les deliverables qu'on doit fournir seront là à tel moment, et combien de temps faut-il qu'on collabore et qu'on a cette fonction sociale. Et en même temps, on nous dit, la culture, ça ne marche que dans les headquarters, ça ne marche que dans le bureau central. Et il faut avoir le bureau central pour avoir la culture. À nouveau, je ne suis pas d'accord. Il y a pas mal de sociétés. Regardez par exemple une société comme Dropbox, qui n'est pas une petite société, qui n'a jamais eu de bureau. Il y a des petites sociétés, des grandes sociétés qui n'ont jamais eu de bureau, qui ont des cultures assez fortes, qui collaborent comme il le faut, parce qu'ils ont été beaucoup plus efficaces dans la communication. Ils ont over-communiqué l'un avec l'autre. Il y a une surcommunication qui se fait, et une communication qui devient de plus en plus formelle. Quand on travaille l'un à l'autre, pas dans le même bureau, il faut qu'on écrit plus, qu'on n'a plus de documents, de rapports et tout ça. Et ça nous aidera à cultiver cette culture que nous avons. Ce troisième endroit pour aller travailler, elle est chère, Koen. Oui, elle peut coûter cher, mais n'oubliez pas, pour chaque place que vous allez devoir louer ailleurs, il y a une place qui se libère chez vous. Chaque personne qui ne vient pas au bureau aujourd'hui libère sa place. Et il y a peut-être quelqu'un dans les environs chez vous qui s'amènera pour pouvoir y travailler et qui vous payera peut-être autant que ça lui vaut. Donc, il y a un nouveau marché qui se crée dans lequel les gens puissent se retrouver dans d'autres bureaux si la société veut jouer son rôle socialement dans l'environnement dans lequel elle est. Et last but not least, quand je vais en Europe, the Great Resignation, la grande démission, c'est un truc américain. Ça ne se fait pas ici. Mais je dois vous dire que malheureusement, je vois de plus en plus de gens ici, à la fin de la crise Covid, qui ont pensé à est-ce que je vais encore travailler ici, et qui se mettent maintenant dans un futur dans lequel ils veulent travailler ailleurs ou différent. Et donc pour moi, en étant le digital nomade qui a un peu regardé pourquoi est-ce qu'on a eu du mal et comment est-ce qu'on peut le résoudre, il y a ce travail transnational dans lequel on peut engager, traîner, motiver et maintenir du personnel dans ce monde transnational. Mais ce sera un jeu qui est beaucoup plus complexe, qui est différent, mais qui sera beaucoup plus agréable pour tout le monde qui travaille et travaillera avec nous. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous partager.